Faut pas toujours le croire. À 43 ans, Romy Schneider n'était plus seulement l'éternelle Sissi, ni la star fragile des mélodrames européens. Elle était une femme marquée par les épreuves, une actrice de chair et de sang, dont la carrière fulgurante avait toujours été accompagnée par un cortège de blessures intimes. Dans ses regards perçants et ses silences douloureux, on devinait une vérité que le public refusait parfois de voir. Romy n'était pas faite pour les faux-semblants. Elle détestait les masques, les hypocrisies, et dans un monde où tout n'était que façade, elle préférait encore choquer que de mentir. C'est dans ce contexte, alors qu'elle se trouvait à un tournant de sa vie, que Romy Schneider lâcha une confession qui fit trembler son entourage. Lors d'un entretien sans concession, elle osa dire tout haut ce que beaucoup taisaient. À la question, apparemment banale, de savoir quels artistes elle ne pouvait pas voir en peinture, Romy ne détourna pas le regard, n'esquiva pas. Elle se redressa, fixa son interlocuteur et répondit d'une voix ferme. Elle en avait 6. 6 figures, 6 légendes parfois adulées, mais qu'elle ne supportait pas. Ce n'était pas de simples querelles d'ego. Derrière chacun de ces noms, il y avait une histoire. Des blessures d'amour, des trahisons d'amitié, des rivalités professionnelles ou encore un rejet profond de ce que ces personnalités représentaient. Romy, avec sa mémoire infaillible, n'oubliait jamais une offense. Elle n'était pas de celles qui pardonnent avec le temps. Chaque cicatrice restait ouverte, chaque humiliation gravée dans son cœur. Son aveu, brutal et sincère, détonna dans un monde où les stars avaient l'habitude de sourire devant les caméras même à leurs pires ennemis. Elle, au contraire, revendiquait sa lucidité. « Je ne peux pas les voir », disait-elle, comme pour se libérer du poids d'années de faux-semblants. C'était une confession risquée, car elle jetait une lumière crue sur des relations jusqu'alors maquillées par les médias. Mais pourquoi Romy choisit-elle ce moment, à 43 ans, pour tout révéler? Était-ce le poids des deuils qui l'avait assailli, la perte de son mari, la douleur infinie de son fils, ou simplement le besoin de ne plus jouer de rôle en dehors de l'écran? Peut-être était-ce un cri du cœur, une manière de reprendre le contrôle de sa propre histoire, alors que le destin semblait lui échapper. Ce qui est sûr, c'est que cette révélation marqua un tournant. Pour le public, ce fut un choc. Entendre Romy Schneider, l'icône aux yeux clairs, prononcer des noms sacrés avec une telle froideur, c'était comme voir s'effondrer une illusion. Pour ses proches, c'était la confirmation de ce qu'ils savaient déjà. Romy n'était pas seulement une actrice, elle était une combattante, une femme qui refusait d'être trahie une fois de plus. Aujourd'hui, en revisitant cette confession, on comprend mieux l'intensité de cette femme hors du commun. Et l'on se pose une question simple. Parmi ces 6 noms qu'elle cita, combien furent vraiment ses ennemis et combien furent seulement le reflet de ses propres blessures? Parmi les 6 noms que Romy Schneider cita dans cette confession brutale, celui de Brigitte Bardot fut sans doute le plus retentissant. Car il ne s'agissait pas seulement d'une rivalité entre 2 actrices, c'était le choc de 2 univers, 2 images du féminin, 2 mythes qui, chacun à leur manière, avaient marqué l'Europe d'après-guerre. D'un côté, Bardot, incarnation de la liberté sexuelle, du scandale et de l'audace. De l'autre, Romy, silhouette tragique, symbole d'un cinéma de profondeur et de douleur. Dans les années 1950 et 1960, la presse adorait les comparer. Les unes de magazines opposaient l'ange autrichien à la bombe française, comme si ces 2 femmes représentaient les 2 pôles d'un même imaginaire collectif. Bardot était la sensualité insolente, posant nue, affichant un mépris des conventions, devenant presque malgré elle l'icône de la révolution sexuelle. Romy, elle, travaillait à se détacher de Sissi, à s'imposer comme une véritable comédienne dramatique, cherchant la reconnaissance artistique bien plus que l'adoration superficielle. Mais derrière cette comparaison médiatique, il y avait une rancune intime. Romy méprisait profondément ce que Bardot incarnait. Dans ses confidences privées, elle la décrivait comme une image fabriquée, une femme réduite à son corps et à ses lèvres pulpeuses, incapable, selon elle, de véritablement jouer. Elle répétait à ses proches « Elle ne joue pas, elle s'exhibe ». Cette phrase, rapportée par plusieurs témoins de l'époque, illustrait la colère froide de Romy devant l'adulation qu'on accordait à une femme qu'elle jugeait creuse. Ce ressentiment s'alimenta d'une forme de jalousie. Alors que Romy devait se battre pour effacer l'image de Sissi et convaincre les réalisateurs de la prendre au sérieux, Bardot semblait obtenir la gloire sans effort.
Elle tournait des films légers, parfois même médiocres, mais son nom seul suffisait à remplir les salles. Pour Romy, perfectionniste acharné qui travaillait avec des maîtres comme Visconti ou Claude Sautet, voir Bardot triompher simplement par la provocation et le scandale était insupportable. La presse, bien sûr, ne se priva pas de souffler sur les braises. Les journaux titraient « Bardot ou Schneider, qui est la vraie reine du cinéma français ?» Ces comparaisons agaçaient profondément Romy. Pour elle, le simple fait qu'on puisse mettre sur le même plan son travail acharné et les poses lascives de Bardot était une insulte. Elle refusait d'être associée à ce cinéma de surface qu'incarnait sa rivale. Les deux femmes ne se croisèrent que rarement en privé. Pourtant, lorsqu'elles se retrouvaient dans des festivals ou des soirées mondaines, le malaise était palpable. Bardot, sûr de son charme, semblait ignorer Romy. Schneider, glacial, la fuyait du regard. Les témoins parlaient de deux reines dans une même pièce, incapables de se supporter. L'animosité était silencieuse, mais réelle. Avec le temps, ce mépris se transforma en haine tenace. Romy ne supportait pas que le nom de Bardot soit systématiquement associé au sien. Elle voulait être reconnue pour son art, non pour une rivalité fabriquée par la presse. Et lorsqu'elle cita les artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, elle plaça Brigitte Bardot en tête de liste comme pour mettre fin à cette comparaison absurde. Le plus ironique, c'est que leurs destins finirent par se ressembler. Bardot, après avoir embrasé le monde, s'est retiré dans une solitude parfois amère, se consacrant aux animaux et aux combats politiques, souvent entourés de polémiques. Romy, elle, fut emportée trop tôt, à 43 ans, brisée par les drames. Deux icônes, deux mythes, mais jamais réconciliés. Pour Romy, Bardot restera à jamais cette figure honnie, l'incarnation d'un cinéma qu'elle rejetait, et un visage qu'elle ne pouvait tout simplement pas voir en peinture. Parmi tous les noms qui pouvaient surgir dans une telle confession, celui d'Alain Delon était sans doute le plus attendu et le plus douloureux, car leur histoire d'amour, commencée à la fin des années 1950, avait façonné à jamais la vie de Romy Schneider. Ce fut une passion fulgurante, un couple adulé, immortalisé sur les couvertures de magazines, présenté comme l'incarnation du glamour européen. Mais derrière les sourires figés et les photos complices, il y avait une réalité faite de trahison, d'humiliation et de blessures qui ne cicatrisèrent jamais. Lorsqu'ils se rencontrèrent à Paris en 1958, Romy était déjà une star internationale grâce à Sissi. Elle cherchait à rompre avec cette image trop lisse et à s'imposer dans un cinéma plus adulte. Delon, lui, n'était encore qu'un jeune premier ambitieux, séducteur au charme ravageur. Leur liaison électrisa le public. Pour Romy, il représentait la passion, l'élan vital, la promesse d'une vie nouvelle, loin des contraintes de Vienne et des attentes de sa mère. Pour Delon, elle apportait un prestige, une aura qu'il n'avait pas encore. Mais cette alchimie contenait déjà les germes de la destruction. Delon, infidèle notoire, multipliait les aventures, souvent au vu et au su de tous. Romy, follement amoureuse, fermait les yeux, espérant qu'il finirait par se fixer. Mais chaque rumeur de trahison l'écorchait. Dans les soirées parisiennes, il n'hésitait pas à la ridiculiser par ses conquêtes. Elle, blessée mais fière, souffrait en silence. La rupture, en 1963, fut à l'image de leur histoire, brutale et cruelle. Partie tournée en Allemagne, Romy reçut à son retour une lettre sèche, accompagnée d'un bouquet de fleurs. Delon l'informait qu'il en avait fini. Pour elle, ce fut une trahison insoutenable. Elle avait tout donné, son image, sa jeunesse, son avenir, et il l'abandonnait d'un geste froid. Cette scène, racontée à plusieurs proches, resta gravée comme l'un des moments les plus traumatisants de sa vie. Leur histoire, pourtant, ne s'arrêta pas là. En 1969, ils se retrouvèrent à l'écran dans La Piscine, chef-d'œuvre sensuel et vénéneux. Le film devint culte, mais pour Romy, tourner avec Delon fut comme rouvrir une plaie béante. Leurs regards, leurs gestes, tout respirait l'ambiguïté, entre désir et rancune, entre tendresse et haine. Les spectateurs y virent un jeu d'acteurs exceptionnel. Ceux qui connaissaient leur passé comprirent qu'il s'agissait d'une vérité crue transposée à l'écran. Romy ne cacha jamais la dualité de ses sentiments. Dans une interview, elle lâcha cette phrase célèbre « Delon est l'homme de ma vie, mais aussi celui qui m'a détruite ». Cette déclaration résumait tout. Alain Delon n'était pas seulement un ancien amant, il était une cicatrice vivante. Et c'est pourquoi,
Quand elle cita les artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, son nom surgit comme une évidence. Non pas qu'elle ait cessé de l'aimer, mais parce que cet amour s'était transformé en poison. Le destin ajouta à la cruauté. Après la mort tragique de David, le fils de Romy, Delon fut présent aux obsèques. Les images le montrent, silhouette sombre, silencieuse, commentée par le fantôme de leur histoire. Beaucoup y virent une réconciliation. Mais dans l'intimité, Romy confiait encore à ses amis qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Ainsi, Alain Delon resta pour elle un paradoxe insupportable, l'homme qui l'avait fait vibrer comme personne, mais aussi celui qui avait piétiné son cœur, un amour maudit devenu haine. Une blessure ouverte, toujours vive, et un nom qu'elle ne pouvait pas, jusqu'à son dernier souffle, voir en peinture. S'il y a un réalisateur qui a marqué de son empreinte la carrière de Romy Schneider, c'est bien Luchino Visconti. À ses côtés, elle parvint enfin à briser l'image figée de Sissi et à s'imposer dans le cinéma d'auteur européen. Grâce à lui, elle entra dans un univers exigeant, raffiné, où son intensité dramatique pouvait s'exprimer pleinement. Mais cette reconnaissance eut un prix. Car si Visconti fut pour elle un maître, il fut aussi un tyran, et Romy, sensible et orgueilleuse, ne lui pardonna jamais certaines humiliations. Leur première collaboration remonte au début des années 1960. Visconti, déjà auréolé de prestige, remarqua en Romy un diamant brut qu'il fallait polir. Elle, avide de se détacher de Sissi, accepta ses exigences inhumaines. Sur les plateaux, il la poussait jusqu'à l'épuisement, répétant une scène 20, 30 fois, jusqu'à obtenir la nuance qu'il cherchait. Romy, perfectionniste, se plia d'abord avec enthousiasme. Elle croyait en son regard, voyait en lui un mentor. Mais peu à peu, cette relation bascula dans la cruauté. Un jour, lors d'une répétition théâtrale, il la rabroua devant toute l'équipe. « Romy, tu n'es rien sans moi. Sans moi, tu serais encore prisonnière de Sissi. » Ces mots, tranchants comme une lame, la blessèrent à vif, car tout son combat, tout son effort consistait justement à se libérer de ce rôle qui l'étouffait. Et voilà que celui qui devait l'émanciper la ramenait brutalement à cette prison dorée. Romy garda longtemps ces paroles en mémoire. Elle continuait à travailler avec Visconti, consciente qu'il lui offrait des rôles prestigieux, dans Boccaccio, 70, Ludwig, ou encore l'important, c'est d'aimer, mais la rancune s'installait. Dans l'intimité, elle confiait à des amis. Visconti m'a donné des ailes, mais il m'a aussi enchaîné. Cette phrase résumait parfaitement l'ambivalence de leur relation. Gratitude et haine, admiration et ressentiment. Les méthodes de Visconti étaient redoutées par tous. Il traitait ses acteurs comme des instruments au service de sa vision. Pour certains, c'était une chance. Pour Romy, qui cherchait à être reconnue comme une femme et non comme un objet, c'était une humiliation. Elle détestait l'idée d'être façonnée, contrôlée, privée de sa liberté intérieure. Avec lui, elle avait l'impression de n'être qu'une marionnette dont on tirait les ficelles. Pourtant, jamais elle ne nia son génie. Elle admirait son sens de l'esthétique, son exigence, sa capacité à transformer un film en fresque vivante. Mais derrière l'admiration, il y avait cette cicatrice, cette douleur intime d'avoir été niée comme artiste autonome. C'est pourquoi, lorsqu'elle fut interrogée sur les artistes qu'elle ne pouvait pas supporter, son nom surgit avec évidence. Non pas parce qu'elle voulait effacer ce qu'il lui avait apporté, mais parce qu'il représentait à ses yeux l'incarnation même d'un cinéma qui broie les acteurs pour servir une vision, quitte à les détruire. Jusqu'à la fin, Romy resta partagée. Elle reconnaissait que sans Visconti, elle n'aurait être jamais trouvé la place qui fut la sienne dans le cinéma européen. Mais en même temps, elle ne lui pardonna jamais la phrase assassine, les humiliations publiques, le sentiment d'avoir été modelé contre son gré. Pour elle, il demeura à la fois un sauveur et un bourreau, un maître et un geôlier. Ainsi, dans sa liste noire, le nom de Luchino Visconti avait une résonance particulière. Plus qu'un simple désaccord, il symbolisait le dilemme de toute sa carrière. Fallait-il se soumettre à la cruauté pour être reconnue comme une grande actrice? Romy, en citant son nom, semblait répondre « non ». À ses yeux, Visconti n'était pas seulement l'homme qui l'avait révélé, mais aussi celui qui l'avait brisé. Et c'est pourquoi elle déclara qu'elle ne pouvait tout simplement pas le voir en peinture. Dans la liste noire de Romy Schneider, l'apparition du nom de Maria Callas surprit beaucoup. Car entre une actrice de cinéma et une diva de l'opéra,
On aurait pu croire qu'il n'y avait ni rivalité, ni affrontement. Et pourtant, Romy confia un jour qu'elle ne pouvait pas la supporter. Pourquoi? Parce que Calas représentait exactement ce que Romy détestait. Une star construite autour du culte de soi. Une femme qui, derrière son talent immense, se plaisait à entretenir la légende d'une diva intouchable. À première vue, Romy et Calas avaient des points communs. Toutes deux étaient des femmes d'une beauté marquante, adulées par le public, mais rongées par des blessures intimes. Toutes deux avaient connu des amours destructeurs, Alain Delon pour Romy, Aristote Onassis pour Calas. Mais là où Romy se montrait fragile, humaine, en quête d'authenticité, Calas cultivait l'image de la diva absolue, orgueilleuse, entourée de faste et d'adulation. Romy, qui détestait les faux-semblants, ne supportait pas cette posture. Dans ses confidences, elle disait que Calas vivait dans un théâtre permanent, incapable d'être elle-même en dehors de la scène. Aux yeux de Romy, la chanteuse grecque avait transformé sa vie entière en opéra, et cette théâtralité permanente lui inspirait un profond mépris. Une rencontre marqua particulièrement Romy. C'était lors d'une soirée mondaine à Paris, au début des années 1970, qu'Ala, déjà auréolée de sa légende, fit son entrée sous les applaudissements, comme si elle arrivait sur scène. Romy, assise dans un coin, observa cette mise en scène et confia plus tard à une amie. Elle ne sait pas vivre, elle ne sait que jouer. Pour Romy, ce fut la preuve éclatante que Calas n'était pas une femme authentique, mais une éternelle actrice de sa propre vie. Le mépris de Romy ne venait pas seulement de l'attitude de Calas, mais aussi de la manière dont les médias les traitaient. Dans les années 1970, certains journalistes aimaient comparer ces deux icônes tragiques, les présentant comme les visages féminins de la douleur et de la passion. Romy rejetait cette comparaison avec véhémence. Elle refusait qu'on l'assimile à une figure qu'elle jugeait arrogante et artificielle. Il y avait enfin une jalousie indirecte. Romy voyait que, malgré ses scandales et ses excès, Calas restait adulée comme une déesse. Alors qu'elle, Romy, devait se battre pied à pied pour être reconnue, Calas semblait se contenter d'incarner la diva et recevait malgré tout une admiration sans limite. Cette injustice l'agaçait profondément. Ainsi, lorsque Romy cita Calas parmi les artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, ce fut comme un règlement de compte symbolique. Elle ne niait pas le talent vocal extraordinaire de la cantatrice, mais elle rejetait avec force la femme, son orgueil, son incapacité à se dépouiller du masque. Pour Romy, Maria Callas incarnait tout ce qu'elle haïssait, l'excès, l'apparat, la mise en scène permanente. Le destin voulut que ces deux femmes, si différentes et pourtant comparées, connaissent des fins marquées par la solitude et la souffrance. Callas, recluse dans son appartement parisien, minée par les regrets. Romy, emportée trop tôt, brisée par la vie. Deux tragédies parallèles, mais jamais réconciliées. Et dans la mémoire de Romy, Maria Callas resta cette figure arrogante, intouchable, qu'elle n'avait jamais pu, jusqu'au bout, voir en peinture. Lorsque Romy Schneider évoqua le nom de Simone Signoret parmi les artistes qu'elle ne pouvait pas voir en peinture, beaucoup furent étonnés. Car Signoret était une légende du cinéma français, respectée, admirée pour son engagement et son talent. Mais derrière cette admiration publique, Romy ressentait une rivalité sourde, une tension faite de jalousie, de malentendus et de blessures d'ego. Simone Signoret appartenait à une génération précédente. Elle avait déjà remporté un Oscar pour Room at the Top en 1960, devenant l'incarnation d'un cinéma social et engagé. Romy, plus jeune, représentait une nouvelle vague, un cinéma européen marqué par la douleur intime et la tragédie personnelle. Entre elles, il y eut très peu de gestes d'amitié. Au contraire, chaque rencontre fut marquée par une distance glaciale. La première fois qu'elles se croisèrent lors d'un festival, Signoret, selon des témoins, accueillit Romy avec une phrase sèche. « Voilà la petite princesse autrichienne », un ton moqueur qui blessa profondément Romy, elle qui luttait justement pour se libérer de cette image. Depuis ce jour, la relation resta empoisonnée. Romy voyait en Signoret une femme hautaine, qui la méprisait, et cette impression se renforça avec les années. Il faut dire que leurs personnalités étaient diamétralement opposées. Signoret, militante, engagée à gauche, assumait un franc-parler parfois brutal. Elle détestait les faux-semblants et n'hésitait pas à attaquer ses pairs. Romy
Elle était hypersensible, fragile, cherchant avant tout la reconnaissance artistique. Lorsque Signoret parlait d'elle en public, c'était souvent avec une ironie cinglante. « Romy est belle, mais la beauté ne fait pas une actrice », aurait-elle lancé un jour. Cette phrase, reprise par les journaux, résonna comme un coup de poignard. Pour Romy, cette humiliation fut intolérable. Elle considérait qu'elle avait prouvé sa valeur à travers ses collaborations avec Visconti ou Sauté. Être réduite à une jolie apparence par une aînée qu'elle admirait autrefois fut vécu comme une trahison. Dès lors, elle nourrit contre Signoret une rancune persistante. Le conflit se manifesta aussi dans leur rapport au public. Signoret, femme de caractère, assumait son vieillissement, refusant le culte de l'image. Romy, au contraire, se débattait avec son physique, craignant la perte de sa beauté, hantée par le temps qui passe. Voir Signoret s'imposer malgré les rides et les kilos en trop la confrontait à ses propres angoisses. Elle admirait secrètement ce courage, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir de la jalousie. Avec le temps, la rivalité prit un tour plus symbolique. Signoret représentait la force, l'engagement politique, une actrice qui transformait sa vie en combat. Romy incarnait la fragilité, l'intime, une actrice qui transformait ses blessures en art. Ces deux conceptions ne pouvaient pas coexister sans heurts. Ainsi, lorsqu'elle fut invitée à citer les artistes qu'elle ne pouvait pas supporter, Romy plaça Simone Signoret sur la liste. Non pas pour nier son talent, mais parce qu'à ses yeux, Signoret était la figure même de la femme qui l'avait rabaissée, qui avait minimisé son combat. Pour Romy, c'était une blessure d'ego, mais aussi le reflet d'une opposition irréconciliable entre deux visions du cinéma, ironie, tragique. Toutes deux finirent leur vie marquée par la douleur et la désillusion. Signoret, affaibli par la maladie, mais entouré de respect. Romy, brisée par le chagrin, est partie trop tôt. Elles ne se réconcilièrent jamais. Et dans le cœur de Romy, Simone Signoret resta cette femme redoutable, admirée par le monde, mais qu'elle-même ne pouvait tout simplement pas voir en peinture. Le dernier nom que Romy Schneider cita dans sa liste fut celui de Claudia Cardinal. Pour beaucoup, ce choix parut étrange. Cardinal et Schneider n'avaient jamais affiché de conflit direct, elles n'avaient pas été connues pour des querelles publiques. Mais Romy expliqua un jour à une amie proche « Je n'ai rien contre elle personnellement, ce que je ne supporte pas, c'est ce qu'elle représente. » Tango. Claudia Cardinal, star italienne des années 1960 et 1970, incarna la sensualité méditerranéenne, l'élégance, la vitalité solaire. Elle triomphait dans des films comme Il Gatto Pardo ou Il était une fois dans l'Ouest, imposant une présence magnétique qui séduisait les spectateurs et les critiques. Elle symbolisait une forme de cinéma populaire, flamboyant, où la beauté et le charisme suffisaient souvent à garantir le succès. Pour Romy, qui avait dû se battre pour s'imposer comme actrice dramatique après le fardeau de Sissi, cette aisance fut insupportable. Elle voyait en Cardinal une rivale indirecte, constamment mise en avant comme la vraie diva européenne, alors qu'elle-même luttait dans l'ombre de ses blessures. Les magazines aimaient opposer leurs noms, Schneider ou Cardinal, qui est la plus grande tragédienne. Ces comparaisons alimentaient la rancune de Romy. Ce qui la blessait surtout, c'était la facilité apparente de Cardinal. Là où Romy s'épuisait dans des rôles exigeants, où chaque performance semblait lui arracher une partie de son âme, Cardinal donnait l'impression de rayonner sans effort, comme si tout lui était naturel. Cette différence provoquait chez Romy une jalousie douloureuse. Elle se sentait incomprise, éclipsée par une image de légèreté, alors qu'elle, de son côté, portait le poids du monde. Lors d'un festival à Cannes, dans les années 1970, un journaliste demanda à Romy ce qu'elle pensait de Claudia Cardinal. Fatiguée, irritée, elle lâcha. « C'est une très belle femme, mais je ne sais pas si la beauté suffit. » Derrière cette phrase polie se cachait un mépris profond. Pour Romy, Cardinal n'était pas une véritable actrice dramatique, mais une figure décorative. Bien sûr, la réalité était plus complexe. Cardinal, elle aussi, avait dû se battre, affronter un milieu macho, protéger son indépendance. Mais Romy, enfermée dans ses propres blessures, ne voyait que l'image extérieure. Et cette image lui rappelait sans cesse ce qu'elle détestait, le culte de l'apparence, l'idée qu'une femme pouvait régner par son charme sans avoir à exposer ses cicatrices intimes. Ainsi, lorsque Romy plaça Claudia Cardinal dans sa liste, ce n'était pas un rejet personnel, mais un rejet symbolique. Elle rejetait l'idée qu'on puisse réussir sans souffrir,
qu'on puisse briller sans s'écorcher. Pour Romy, l'art était douleur, sacrifice, vérité nue. Et Cardinal, par son éclat solaire, lui renvoyait l'image inverse, celle d'une star qui semblait traverser la vie sans être brisée. Le temps passa, mais Romy ne changea jamais d'avis. Jusqu'au bout, elle refusa de s'identifier à cette légèreté méditerranéenne. Dans son univers, il fallait saigner pour être vrai. Et c'est pourquoi Claudia Cardinal resta pour elle une figure impossible à voir en peinture. Non pas parce qu'elle lui avait fait du mal, mais parce qu'elle incarnait tout ce qu'elle ne pouvait ni comprendre, ni accepter. Quand Romy Schneider prononça ces 6 noms, Brigitte Bardot, Alain Delon, Luchino Visconti, Maria Callas, Simone Signoret et Claudia Cardinal, ce ne fut pas un simple règlement de compte. Ce fut une confession, un cri du cœur, un miroir tendu à un monde qui l'avait souvent blessé. Derrière chaque nom, il y avait une histoire de douleur, de jalousie, de rivalité ou de trahison. Ce n'étaient pas seulement des personnes qu'elle rejetait, mais des symboles d'un univers qu'elle ne pouvait plus supporter, celui des faux semblants, de l'orgueil et de l'humiliation. Pourtant, ce qui rend ce moment si troublant, c'est que Romy ne parlait jamais gratuitement. Elle, qui avait tant souffert, choisissait ses mots avec soin. En citant Bardot, elle dénonçait un cinéma qui réduisait les femmes à leur corps. Avec Delon, elle exorcisait une passion maudite, devenue poison. Avec Visconti, elle mettait en lumière la cruauté d'un cinéma qui brise ses acteurs pour atteindre la perfection. Callas représentait à ses yeux l'orgueil et la mise en scène permanente, Signoret la condescendance d'une aînée, Cardinal la légèreté insupportable d'un succès trop facile. Chacun de ces noms formait une pièce du puzzle, révélant autant la dureté du monde artistique que la sensibilité exacerbée de Romy. Ce qui frappe, rétrospectivement, c'est l'honnêteté brutale de son aveu. Dans un milieu où tout n'était que sourire forcé et politesse feinte, Romy osa dire ce que d'autres taisaient. Elle choisit la vérité, quitte à choquer, quitte à perdre des soutiens. C'était sa manière de rester fidèle à elle-même, et c'est peu être cela, finalement, qui la rend encore plus fascinante. Cette incapacité à jouer un rôle en dehors de l'écran, ce refus catégorique de céder à l'hypocrisie. Bien sûr, certains dirent qu'elle exagérait, que ses rancunes n'étaient que caprices d'actrice. Mais ceux qui la connaissaient savaient que ces mots venaient d'une douleur profonde. Romy n'était pas une femme de demi-mesure. Elle aimait passionnément, elle souffrait violemment, elle détestait intensément. Tout, chez elle, était absolu. Cette intensité fit d'elle une actrice unique, capable de transformer ses blessures en art. Mais cette même intensité la condamna aussi à une vie de tourment. Aujourd'hui, en relisant cette liste, on pourrait y voir une simple énumération de noms. Mais en réalité, c'était un autoportrait. Car derrière ces 6 figures qu'elle rejetait, c'était elle-même qu'elle révélait. Une femme incapable d'accepter la superficialité, une artiste obsédée par la vérité, une âme écorchée, vive refusant les compromis. La tragédie, c'est que cette sincérité l'isola encore davantage. À 43 ans, Romy s'éteignit, emportant avec elle ses blessures et ses vérités crues. Elle n'eut pas le temps de se réconcilier avec ses ennemis, ni peu être avec elle-même. Mais son aveu reste comme un testament. En disant qui elle ne pouvait pas voir en peinture, elle disait surtout qui elle était, une femme en guerre contre le mensonge, une actrice qui refusait les illusions. Et est-ce là la véritable leçon de Romy Schneider? Dans un monde où tant d'artistes préfèrent taire leur rancune, elle osa parler, elle osa mettre des mots sur ses douleurs. Elle osa nommer ceux qui, à ses yeux, représentaient ce qu'elle haïssait. Ce geste, brutal et dérangeant, la rend encore plus humaine. Car, derrière la star, derrière la légende, il y avait une femme blessée qui n'aspirait qu'à la vérité.